Nyang, Asma, dont on peut voir la biographie, je ne sais pas, Asma, si tu as écrit de nombreux ouvrages. Biographie, ce qui est sûr, athlète de haut niveau dans la pratique du judo, avec une approche très conceptualisée de ce que peut représenter la préparation mentale, et puis une déclinaison sur une pratique individuelle qui rentrera forcément en correspondance avec celle de Philippe Gardon, qu'on n'a pas le droit de dire le T à la fin. Donc on dit Philippe Gardon. Figure emblématique du handball français. Handball. Parce qu'on cultive cette coloration locale. Et tout le monde visualise handball, deux clés de lecture, mais bon, on visualise le même concept. Entraîneur depuis, qui lui a une perspective, ou en tout cas une lecture de ce que peut être la préparation mentale dans une visée plus collective. Donc l'idée est de pouvoir mettre en correspondance toutes ces pratiques, la manière dont elles peuvent permettre un développement personnel, s'adapter, se décliner. Et je vous propose dans un premier temps que nous regardions cette fameuse vidéo que Muriel nous adresse pour être présente avec nous aujourd'hui de manière hybride. Bonjour, je suis Muriel Urtis, ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme. Ma spécialité était le sprint sur 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et les relais 4 x 100 mètres et 4 x 400 mètres. J'ai eu plusieurs médailles sur le plan international. J'ai été 2 fois championne du monde, j'ai 5 titres de championne d'Europe et j'ai une médaille de bronze olympique sur les Jeux d'Athènes en 2004. Et je devais normalement être présente avec vous aujourd'hui, mais malheureusement une contrainte de dernière minute ne me permet pas d'être présente. Donc je tenais à vous faire une petite vidéo pour m'excuser de mon absence et pour vous faire part quand même de l'expérience que j'ai eue moi en tant que sportive de haut niveau sur tout ce qui est préparation mentale. Une préparation mentale que j'ai moi dû mettre en place, mais plutôt sur ma fin de carrière, parce que au début de ma carrière, c'est quelque chose qui n'était pas tout de suite mise en place par le staff, les entraîneurs. On pensait forcément à s'entraîner physiquement, mais on ne pensait pas à entraîner son mental, alors qu'il est aussi important d'entraîner son mental pour être prêt le jour des grandes échéances pour atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça qu'à un moment durant ma carrière, j'ai dû mettre en place un suivi avec un professionnel de la préparation mentale pour m'aider, pour m'accompagner sur ma carrière. Alors au début, ça a commencé par de la visualisation, donc j'ai beaucoup utilisé la technique de visualisation qui me permettait de me voir courir, me voir passer les caps, me voir faire la course parfaite et avec de la répétition. Derrière, il y avait un transfert qui se faisait tout naturellement sur la piste quand je courais. Donc oui, la technique de visualisation, je l'ai beaucoup utilisée. J'ai fait également beaucoup de sophrologie qui me permettait aussi de me ressourcer, de prendre beaucoup d'énergie pour affronter aussi les échéances que j'avais à mener et atteindre mes objectifs. Mais je me suis aussi rendu compte durant ma carrière qu'il était aussi important de penser positif. C'est pas évident des fois de repérer toutes les pensées négatives qui nous traversent l'esprit. Ces pensées négatives sont vraiment des parasites et pareil, j'ai dû à un moment mettre en place des techniques pour évacuer toutes les pensées négatives que je pouvais avoir, puisqu'on s'aperçoit que le cerveau retient ce qui est négatif, il ne retient pas forcément ce qui est positif. Donc mon but était vraiment d'être dans
des situations qui m'étaient toujours agréables, des situations plaisantes, des situations où j'associais plutôt des images agréables que de me concentrer sur des choses qui pouvaient me perturber et me faire perdre de l'afflux nerveux et de l'énergie qui pouvait augmenter donc mon stress. Donc de ce côté-là aussi, j'ai dû faire un travail. Donc ça n'a pas été simple au début, mais au fur et à mesure, on prend donc cette habitude et on met des techniques pour nous permettre de mieux gérer ses émotions et d'être prête aussi le jour J pour atteindre son objectif. Donc j'ai également fait beaucoup de travail de respiration qui m'aidait également à baisser le stress, mais surtout je prenais beaucoup de plaisir dans tout ce que je faisais. Donc la préparation mentale, je me suis rendu compte pour un sportif de haut niveau, elle était très importante, elle faisait partie de la performance, elle nous permettait d'optimiser ce côté performance pour atteindre ses objectifs. Donc ce sont des techniques qui m'ont beaucoup servi durant ma carrière. Donc je voulais vous faire un petit clin d'œil sur ce que je mettais en place en tant que sportive de haut niveau. Mais j'aurais eu beaucoup de plaisir à partager plus en détail et plus profondément tout ce que je mettais en place, mais ça sera que partie remise. En tout cas, je vous souhaite de belles conférences et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ah ben vous avez le droit d'applaudir. Hein. Vraiment, hein, faites-vous plaisir, on est en famille quand même. Hein. Voilà, un petit clin d'œil qui permettait quand même à Muriel d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, quand je le vois, je ne suis pas une adepte de la préparation mentale. En revanche, j'ai retenu plusieurs mots-clés qu'elle a identifiés, au moins dans sa présentation. Elle parle de visualisation, de répétition, de sophro, de pensée positive, de respiration. En fait, est-ce que, avant de revenir sur les fondamentaux, on pourrait définir ce que c'est exactement que la préparation mentale ? Ou pas. On peut sinon... Pour avoir la meilleure définition, je pense que le spécialiste, il va être là, non ? Ouais, c'est prendre conscience de l'impact réciproque du corps et du psychisme. Et partant de là, se dire que un état psychique peut favoriser la performance. Je pense que chaque athlète a eu l'occasion de s'en apercevoir. Ne serait-ce qu'en termes de détermination, ça change tout sur le passage à l'acte. Mais depuis combien de temps on parle de cette préparation mentale ? Alors, ça dépend où. Si c'est en France, c'est un peu récent, je crois. Ouais, pardon, vas-y, ça. Alors en réalité, la préparation mentale, elle vient d'arriver peut-être on va dire une vingtaine d'années, on entend parler en France, parce que le premier DU, il était en 2004. Mais vraiment, en 1897, on a commencé à parler de psychologie du sport. Et en fait, ils ont commencé à faire des études, à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un être humain déploie son plein potentiel. Là, je parle vraiment du sport, du sportif. Et il y a eu aux États-Unis un coureur de cyclisme qui était passionné, était aussi médecin. Et puis, il a commencé à faire des études, à comprendre. Alors, si je roule en vélo avec des coéquipiers ou des concurrents, pourquoi il y a une performance qui se met là tout de suite ? Contrairement à contre-la-montre. Alors contre-la-montre, voilà, on est tout seul. Et donc là, ils ont fait une expérience sur des enfants. Des enfants qui étaient en train de embobiner une corde. Si l'enfant il était seul, la performance, elle était moindre que s'il était avec d'autres enfants. Donc ils étaient très, très focus sur cet univers-là. Et puis après, c'est devenu, l'Union soviétique, c'est devenu un petit peu sociopolitique. Donc voilà, c'était montrer qui est les plus forts dans le pays. Donc on a commencé à rendre ça un peu plus, on va dire, fondamental sur le fait que on va commencer à s'intéresser au cerveau des athlètes pour qu'ils nous ramènent une performance, dit performance, le pays il est mis en avant. Donc c'était très, très sociopolitique à l'époque. Mais en réalité, la préparation mentale, on entend parler que
finalement, quand on entend Muriel expliquer que c'était un peu un sujet tabou, ça a été très très tabou depuis très très longtemps. Et moi, j'ai découvert ça juste en 2011. Ouais, en 2011, et je faisais partie déjà des premières athlètes à avoir un préparateur mental et de comprendre ça va me servir à quoi. D'accord. Philippe, est-ce que vous avez peut-être quelques années de carrière d'avance sur Asma, mais vraiment à 4 ou 5 ans près, à 4 ou 5 années près. Un peu plus. À 6. Ouais. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez senti progressivement cette préparation mentale également insuffler une dynamique dans votre sport? Yes. Parce que Asma, elle est quand même dans une démarche individualiste. D'ailleurs, l'exemple que tu as repris, Asma, est assez parlant par rapport à cette pratique du vélo et de l'enfant. Je me dis, est-ce que dans un sport collectif, c'était pas déjà induit à la base? Alors, bien évidemment, je m'associe beaucoup à ce que Muriel a dit, hein, c'est-à-dire qu'on est une génération, je suis bien plus âgé qu'Asma, où effectivement la préparation mentale, on n'en parlait pas en fait. Elle était totalement inconnue, on ne savait pas y mettre quelque chose dessus, en sachant qu'en fait, elle a quand même toujours existé. Et en réfléchissant et avec les années, on s'aperçoit qu'en fait, automatiquement, on s'en faisait de la préparation mentale, même individuelle, dans un sport co. Donc il y a deux préparations mentales dans un sport collectif, on va dire. Il y a la préparation, parce que c'est quand même une performance individuelle, même si on est quand même dans un sport co. Et puis après, en tant que coach, il y a effectivement une préparation mentale à faire dans la dynamique de groupe. Et en ce qui me concerne, moi, effectivement, on était dans une génération, et c'était même plutôt mal vu, en fait, quand ça commence à en parler. Moi, j'ai un souvenir de Christine Aron, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, où elle était quasiment, elle disait qu'elle était presque envoûtée par cette préparatrice mentale, parce qu'en l'occurrence, c'était une femme, et ça l'avait plutôt desservie. Et donc, notre génération les considérait plus comme des gourous un peu malfaisants, des profiteurs du succès des uns et des autres. Donc nous, c'était, on n'en parlait pas trop. Et puis, le sport, le hand notamment, enfin notre génération, avec pas mal de testostérone, le mec qui faisait appel à un préparateur mental, éventuellement s'il en faisait un, il était considéré comme une mauviette en fait. C'était très tabou. Donc on disait, mais moi, le préparateur mental, c'est moi mon préparateur mental. Donc on était vraiment complètement anachronique, hein, si on en reparle maintenant, quoi. Mais en ce qui concerne, par exemple, en tant que joueur, je me suis aperçu, en réfléchissant un peu plus tard, qu'effectivement, je me suis fait tout seul de la préparation mentale. Sur effectivement beaucoup d'imagerie mentale. Je m'imaginais avant un match avec des protocoles bien précis que je faisais, mais sans m'en rendre compte, en fait. Mais ça me préparait déjà mentalement au match. Effectivement, je me voyais marquer les plus beaux buts du monde, etc., etc. J'avais des protocoles, on pensait que c'était de la superstition, mais en fait, c'est tous des protocoles de mental, c'est-à-dire préparer son sac, en fait, toujours avec la chaussette, pas oublier le machin, etc. Porter toujours le même slip pendant les matchs. Moi, j'ai un slip, il a fait 200 sélections. J'ai pas pu le mener au bout, hein, le pauvre, mais dire, c'était mentalement, c'était important d'avoir ces critères d'ancrage, en fait, quoi. Et au fur et à mesure, donc, le joueur, effectivement, ça s'est un peu plus démocratisé après au niveau des années. Et après, donc, je suis passé coach. Et on était un peu pareil encore, c'est-à-dire que le préparateur mental, mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va m'empiéter sur mon travail et tout. On n'avait pas encore compris toute cette conception du travail, qu'il peut y avoir un travail annexe. Et au fil des années, on a bien entendu évolué et on a compris qu'ils ont besoin, au-delà de notre préparation mentale collective, qu'on essaie de mobiliser pour avoir une émulation du groupe, on a bien compris qu'il y a des joueurs qui avaient besoin aussi d'une préparation très individualisée. Et donc, est apparu les préparateurs mentaux pour les joueurs, dans un sport co, mais individualisé. Pour la préparation mentale collective, c'était un tout petit peu plus délicat pour nous, parce qu'on est associé avec beaucoup de nationalités, en fait. On avait des Scandinaves, de partout, en fait. Et on s'apercevait, en tant que coach, que quand on disait une phrase, suivant les nations, elle n'était pas percutée de la même façon. Donc c'était toujours délicat, parce que par rapport aux différentes cultures qu'il pouvait y avoir, je dis n'importe quoi, tu joues bien, ou putain, on a mal joué aujourd'hui. Le mec, il y en a un qui va comprendre qu'il a... En fonction des codes culturels. Il a dit que j'ai mal joué, en fait. C'est agressif. Voilà, c'est ça. Et suivant les nations, on les comprend différemment. Les Scandinaves ne comprennent pas tout à fait la même chose que les Latins, en fait. Donc, la difficulté pour un coach, c'est ça.
Donc pour laisser la parole un petit peu aux autres, c'est là maintenant, à l'heure actuelle, donc maintenant je suis directeur sportif d'un club, et on s'aperçoit effectivement que la démarche, parce qu'il faut qu'elle devienne personnelle cette démarche-là, peut-être que tu me confirmeras ça, mais on ne peut pas imposer à un joueur, disons, on va voir un préparateur mental. À partir du moment où on l'impose, il est récalcitrant. Par contre, s'ils font cette démarche-là, on les encourage, et on s'aperçoit, nous, que les handballeurs de maintenant, on doit de plus en plus des préparateurs mentaux pour les matchs. Ouais. Alors moi, il y a une question que je me pose parce qu'à 2 reprises, tu as parlé de coach et tu as parlé de préparateur mental. Est-ce qu'un coach peut être préparateur mental, inversement? Est-ce qu'un coach, et c'est souhaitable d'ailleurs qu'il soit préparateur mental, ou est-ce que ce sont 2 fonctions que l'on doit distinguer dans la pratique et permettre à chacun de s'épanouir dans l'encadrement qu'il souhaite dispenser ou pas? Après, ça se répond vraiment, c'est quelle est la définition de la performance. La performance, elle a 4 piliers. Il y a la prépa physique, la prépa mentale, technique, tactique. Alors maintenant qu'il y a des entraîneurs, aujourd'hui, ils poussent à ça, ils se forment. Mais que vraiment pour aller chercher une performance pour un athlète, et là vraiment je parle par exemple des athlètes olympiques, que chacun reste à sa place, c'est très bénéfique pour l'athlète. C'est structurant. Voilà, et puis l'athlète tout simplement, ou une athlète, il y a des choses peut-être qu'il ne veut pas partager à l'entraîneur. Exactement. Et ça permet que chacun reste à sa place, malgré que chacun, il est vraiment, il est en plein de son sujet, mais ça permet en fait de, l'athlète, il est en confiance de, où est-ce qu'il va travailler. Et là, on parle du sport de haut niveau. Il faut savoir, le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. On a vécu, moi j'étais une athlète, je ne vais pas vous le confirmer, c'est pas du tout du sport santé. La névrose, on en parlera de l'athlète de haut niveau tout à l'heure. Et donc, c'est plein, vide, plein. 25 heures d'entraînement par semaine, on s'entraîne dans la douleur du corps. Le corps, des fois, il est meurtri, les blessures. Donc, il y a quelque chose, il y a des signes. Chez les athlètes de haut niveau, des fois, on fouille. Pourquoi montrer qu'on est les meilleurs au monde? On veut aller chercher quand même la place à chaque fois de dire on est les meilleurs, et point, c'est tout. Voilà, on est les meilleurs. Donc déjà, à partir de là, il y a quelque chose à gratter derrière. Et tout simplement, en fait, du fait que ce n'est pas du sport santé, alors un suivi, un accompagnement, moi je dirais, c'est vital pour un athlète. Vraiment, j'irai jusqu'à là. Alors, il y a des athlètes qui ne souhaitent pas, et ça, je peux respecter ce choix, comme il l'a très bien expliqué, Philippe. Mais dès lors qu'on part dans une performance aussi intense que le haut niveau, vous savez qu'un athlète sur 3 a connu une dépression sévère. Là, on parle de post-olympique. J'en connais plein qui sont en dépression en ce moment. Et même là, quand on gagne, parce qu'on s'identifie aussi à la médaille. Moi, je l'ai fait aussi une période de ma vie sur une Olympiade où je n'ai pas eu ma médaille à Rio ni à Tokyo. On peut s'identifier à la médaille, donc la médaille n'est plus là, on n'est plus là. On a perdu le combat, on n'est plus ça. On arrête la carrière, donc on n'est plus judoka, on n'est plus handballeur. On peut très bien pratiquer, mais non, le haut niveau a disparu. Donc je n'existe plus, donc on a tout de suite le rejet. Psychologie, je n'existe plus, je ne sers à rien, je ne sers à plus rien. Donc la dépression, elle se met tout de suite, burn-out, dépression, et ça peut être des fois sévère. Hein. Vous savez, je suis très contente qu'il y a des athlètes de haut niveau aujourd'hui qui se mettent au plateau télé pour parler de leur dépression. Et il y a un boxeur, une vulnérabilité incroyable, qui a expliqué que ça faisait 10 ans qu'il était alcoolique et qu'il a vendu toutes ses médailles. Notre cher Thomas, médaillé olympique 2 fois, et je ne sais pas combien de fois il était champion olympique. Voilà, avec vulnérabilité, ça fait 10 ans et j'ai vendu toutes mes médailles. Ce parcours, finalement, je n'étais pas accompagnée et puis j'ai rien à ramasser en fait dans ce parcours-là. Donc il rejette un rejet total de sa carrière. Donc c'est à partir de là que moi je pense que la préparation mentale ou un suivi psychologique, c'est quelque chose. Teddy Riner, par exemple, 10 fois champion du monde, tout le monde le connaît ici, je pense. Et c'est pas la génération de Douillet, là. C'est ça. Merci. D'ailleurs, ça c'est fait. Et ça, c'est une phrase que j'aurais pu dire, Philippe. Non. Asma, on a chacun un rôle. Les blagues, on est à 40 valeurs. C'est ma maternité. Voilà. Et ça fait, je pense, à l'âge de 11-12 ans, il a commencé à avoir un psy toute sa vie. Je pense que ça l'a beaucoup équilibré, justement, sur sa pratique. Donc là, on parle de sport de haut niveau.
en vérité, il y a une minorité dans le monde des athlètes de haut niveau. On parle de prépa mentale que si c'était que pour eux. Mais là aussi, on va parler de préparation mentale pour le sport santé. Et en réalité, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que ça touche le plus de monde. La préparation mentale, vraiment pour le sport santé tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on atteint une sédentarité qui est en France, qui est juste... Ça aussi, c'est un sujet très, très important, santé publique. Qu'est-ce que le corps dans la vie des gens, enfin, qu'est-ce que le sport dans la vie des gens? On est des êtres en mouvement. Et aujourd'hui, on a arrêté d'être en mouvement. Et je sais que la psychologie, la santé mentale défaillante, elle est très liée à la sédentarité aujourd'hui. Mais on va rester dans le sport de haut niveau pour l'instant. Alors, moi, j'avais une question. Petite anecdote. Muriel m'a raconté qu'elle avait loupé la finale des Jeux Olympiques à Paris. Elle est rentrée dans le stade, alors qu'elle était dans les 3 favorites. Elle est rentrée dans le stade, elle a fait le tour de tous les spectateurs. D'un seul coup, elle s'est sentie une pression pas possible. Et ça a nettement contrarié sa course, quoi. Et à l'époque, elle n'était pas suivie. Ok, merci pour... c'est des belles touches positives. J'ai une petite anecdote par rapport à ce qu'il vient de dire Hervé. Il faut savoir qu'Hervé, je n'ai pas présenté Hervé, ce qui est représenté aussi pour moi. Pour la période de Tokyo, ça a été aussi mon psy, de formateur. Aujourd'hui, voilà, je collabore avec Hervé. Donc aussi, il a fait partie de cette Olympiade qui a touché aussi le Covid. Ça y est, la santé mentale des athlètes pendant cette période qui a été très, très difficile. Et je sais qu'en réalité, la préparation mentale, alors moi, je suis une athlète qui était un petit peu... je suis un parcours vraiment très biscornu, atypique, pour ceux qui... Tout à l'heure, que j'invite, lorsque je vais présenter mon ouvrage, on en parlera. Et en réalité, l'investissement sur la préparation mentale, ça a été très central dans mon parcours. Parce que je devais gérer énormément ma carrière, parce que j'ai commencé le sport de haut niveau réellement international qu'à 29 ans, donc très très tard. Et pour moi, le pilier de la préparation mentale a été déterminant dans ma carrière. De la façon, en fait, et là je ne parle pas vraiment du niveau psychologique, parce que c'est aussi j'étais accompagnée, mais de comment j'allais aborder ce que je ne contrôlais pas. Parce que l'athlète de haut niveau, il a tendance à se focus de tout ce qu'il ne contrôle pas. Et donc voilà, la température, le coach, ce qu'il va penser de lui, le groupe qui me rejette, et tout ce qui est à l'extérieur. Et tout ce que nous, on contrôle, en fait, en réalité, c'est aussi ça, le préparateur mental, de comment en fait, il va accompagner que l'athlète soit autonome. Pour moi, la définition de la préparation mentale, c'est que l'athlète accompagne, le préparateur mental accompagne l'athlète à être autonome le jour J et durant sa carrière. L'autonomie, le rendre responsable. Je pense que c'est la plus belle forme de la mienne, ma vision, de donner une responsabilité à l'athlète. Tout simplement, il y a un point positif dans cette responsabilité, et lui dire qu'on a confiance en lui. Et moi, j'étais autonome. Et on me dit, comment ça se fait que tu as réussi ta carrière à 29 ans dans le top 4 mondial? Mais c'est fou. Tu as décidé de faire de l'international à 29 ans avec 10 ans de carrière de pompier. 20 ans, tu as commencé le judo, il n'y a rien qui va. Et tu as réussi à être dans le top 4 mondial et puis gagner des grands prix et faire les jeux dans le top 7. Qu'est-ce qui fait ça? Et en fait, en réalité, je me suis rendu compte qu'avec du recul aujourd'hui, que c'est vraiment, j'étais autonome. Et j'ai aussi, mon préparateur mental m'a aidé à comprendre tout simplement à la gestion de mes émotions et comment gérer en fait en autonomie mes émotions. Donc je pouvais partir en compétition toute seule. Et c'est pas là, le coach doit être... des fois, on est très accroché au groupe, les accompagnants, l'athlète, le coach doit être là, le préparateur. Justement, c'est laisser l'athlète autonome. Et après sa carrière, en fait, il restera un peu, on va dire, debout par rapport aux athlètes qui finissent en dépression. Et en France, on ne donne pas trop de responsabilités énormément parce on va dire, on étouffe un peu les athlètes. Et en fin de carrière, en fait, ils sont lâchés. Contrairement aux anglo-saxons qu'on donne un peu plus, parce que la préparation mentale, elle était déjà là depuis très longtemps, on leur donne l'autonomie et la responsabilité de se connaître. Voilà. Moi, j'entends bien la finalité de ce que peut être la préparation mentale.
la capitalisation des performances, l'optimisation, l'autonomisation, très bien. Mais si on revient juste un petit peu avant, alors la question, Hervé, elle serait peut-être plus pour toi. Si on revient juste avant la préparation mentale, moi j'aimerais savoir quels bénéfices on tire finalement sur le plan psychologique et émotionnel d'avoir une pratique sportive assidue, au-delà de la pratique de santé, comme tu le mentionnais, mais vraiment une pratique de haut niveau. Quels bénéfices on en tire ? Alors, je ne vais pas parler pour tous les athlètes de haut niveau, mais pour certains, la pratique sportive est un mécanisme de défense. Ça veut dire qu'au départ, c'est pour ça que tu évoquais pour certains la dépression, etc. Pour certains, on va parler un peu en termes techniques, mais bon, il y a un moi qui est plutôt assez faible. Et donc, la pratique sportive vient compenser, en fait, une estime de soi un peu vacillante, dans la mesure où cette pratique donne de la confiance en soi. Donc, c'est un mécanisme compensatoire. Et donc, effectivement, quand la pratique sportive s'arrête, parce que, notamment l'âge ou blessure, ou etc., ben, on revient au point de départ, c'est-à-dire que la faible estime de soi qu'il y avait au départ, ben, elle est toujours là après, sauf qu'il n'y a plus rien pour la compenser. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Oui, ça répond à ma question. C'est juste, je me dis, j'ai bien fait de me... J'ai eu un souci au ligament croisé, ça a brisé ma carrière et ça m'a évité la dépression. Je me sens mieux tout de suite. Philippe, moi j'ai une question. Parce que ce que tu as pu expérimenter en préparation mentale, quelque part, la finalité, restant toujours dans le même secteur d'activité, c'est de pouvoir transmettre également. Tu es devenu entraîneur, me semble-t-il. Et je voulais savoir... Est-ce que, à partir de ton expérience personnelle, tu as pu décliner des stratégies que tu as mises en place pour accompagner tes joueurs à développer un esprit d'équipe fort ? Ou, par exemple, on le voit, il y a des défis incroyables dans la pratique de haut niveau qui va être mêlé de joies intenses comme peut-être peu de personnes pourront être amenées à la vivre, et puis avec des échecs qui peuvent paraître insurmontables et qui nécessitent de se reconstruire. Toi, à partir de ta pratique personnelle, qu'est-ce que tu as pu décliner pour tes joueurs ? Comment est-ce que ta pratique, ton quotidien, la préparation mentale telle que tu l'as vécue, te permet encore aujourd'hui d'accompagner les plus jeunes dans la pratique ? Alors, même si, encore une fois, à cette époque-là, on n'arrivait pas à mettre de nom là-dessus, il est clair. Bon, j'avais la chance, moi, d'être le capitaine des Barjots, là, donc cette équipe un peu... Pour les plus anciens, il n'y en a pas beaucoup d'anciens. Pardon. Une équipe qui a remporté quelques victoires. Ouais, voilà, c'est la première équipe qui a été championne du monde dans le sport co en France. Donc, et son nom l'indique bien. C'est-à-dire que c'était des gens quand même un peu atypiques, et d'où le nom des Barjots. Et le fait d'avoir été capitaine de cette équipe-là, en tant que joueur, et je me rappelle très bien, moi, lors des finales de championnat du monde ou au jeu, je m'assurais de savoir si tout le monde était un petit peu sur la même longueur d'onde, en fait. Donc je me baladais quand même pas mal dans les chambres, et du coup, forcément, il y a des disparités, parce que chacun a sa méthode de préparation mentale. On n'a pas tous la même, et donc je me suis aperçu de ça, en fait. Donc j'ai appris beaucoup en tant que capitaine, de comprendre le fonctionnement d'un tel, ce qui me servira après, quand on fait le discours du capitaine, machin et tout, d'essayer de centraliser tout ça et d'essayer de sortir les bons mots. Ce qui fait que donc, le fait qu'après du coup je suis passé entraîneur, j'avais compris cette démarche-là. Donc la première chose qui me paraissait essentielle pour un entraîneur de sport co, c'est de bien comprendre à qui on a affaire. Donc de chaque identité, encore une les fois, singularités de chacun. Exactement. Et je parlais tout à l'heure de différentes nationalités, donc il y a aussi ça. Donc, et ça m'a permis aussi de bien comprendre que je ne pourrais pas tout faire et tout bien. Parce que j'ai aussi bien compris que, puisque moi j'en avais besoin et je me faisais ma propre préparation mentale, parce qu'à l'époque on n'en avait pas, on n'en parlait même pas, j'ai bien compris qu'il y avait un besoin après de ça, et je ne voulais pas être intrusif là-dedans. Et pour répondre donc à la question que tu avais posée à Asma tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne pense pas que le coach peut être un préparateur mental individuel d'un joueur, je ne pense pas.
Parce que je pense qu'un préparateur mental, s'il est bon, il va être à un moment donné obligé de rentrer dans l'intime. Et je ne pense pas que le coach a besoin de rentrer dans l'intime d'un joueur pour pouvoir le coacher. Donc je pense qu'il y a ces deux métiers différents du coup. Ou alors il peut très bien être préparateur mental, mais dans un cas-là, il va avoir un autre sport ou quelqu'un d'autre. Et donc voilà, donc bien évidemment, tout mon parcours de joueur m'a servi après, parce que je me suis parce que encore une fois, on est autodidacte, hein, on nous a pas appris ça. Donc on s'est fait tout seul et on s'est servi de se passer de joueurs pour essayer effectivement de transmettre cette préparation mentale. Mais moi, elle se limite uniquement sur du collectif en fait. Donc essayer de trouver des bons mots, essayer de les préparer, ce qui n'est pas simple, hein, parce que quand vous faites un championnat du monde, un truc comme ça, bon, c'est un one shot sur une semaine ou 15 jours. Quand vous êtes dans un club de première div, pro, c'est toutes les semaines, voire 2 fois par semaine qu'on joue. Donc il faut trouver des arguments et des mots. C'est un exercice qui est difficile. Et des fois, et on s'en rend bien compte, hein, nous les coachs, c'est des fois, putain, j'ai été bon là dans le discours. Et il y a des fois, je sais, putain, mais quel nul. Je sais que j'ai été nul, en fait. Et donc, il faut essayer de rattraper ça. Et c'est quoi le marqueur qui fait la différence entre un... Tu sens le regard des gens, on regarde les joueurs, on sent... Ça pue la sueur ou ça pue pas. Non, mais on sent, je sais pas comment. Je regrette. C'est l'énergie, hein, c'est de l'énergie. Ce problème de ligament croisé, vraiment, je sens que j'ai loupé un truc. Hein. Non, mais une énergie de vestiaire, c'est quelque chose. Hein, donc, et on sent quand on a été bon et on sent quand on a été mauvais, quoi. Donc voilà. Donc c'est un exercice qui est difficile et je pense aussi maintenant, et de plus en plus. Et moi, je l'ai eu un petit moment, mais il est un peu intrusif, mais je pense que les coachs ont besoin aussi de coachs, en fait. Un peu comme un psy qui a besoin d'un psy. Oui, parce qu'on parle beaucoup de joueurs et tout ça, mais je pense que nous, on aurait besoin de ça aussi. Parce qu'on a trop d'informations maintenant qui arrivent, et il faudrait que... Bon, moi, c'est un peu tard maintenant, mais moi, je conseillerais maintenant aux nouveaux coachs, éventuellement, de se faire accompagner, quoi. Ouais. Hervé, comment on sent bien toute l'ambivalence, on reste encore sur une nuance très fine. C'est comment un sportif il peut réussir à maintenir un équilibre entre cette quête de performance, puis en même temps le respect de soi-même, puis de son bien-être personnel, en fait. Comment on peut réussir? Est-ce qu'il existe une ligne qui permette de maintenir l'équilibre? Je pense que de toute façon, ça passe par la prise de conscience. Ça, c'est inévitable. Je repensais tout à l'heure à la préparation d'une épreuve. Il y a un stress dû à cette épreuve. Et le sportif, il a besoin de rituels, en fait. Tu racontais l'histoire de la chaussette, le sac, le ci, le là. Il faut que ce soit assez répétitif. Donc ça, c'est les rituels qui lui semble être un mécanisme de défense contre son stress. En fait. Comme si le stress lui appartient, vient de l'intérieur, il fallait compenser ce qui est un peu en désordre à l'intérieur par un contrôle à l'extérieur de l'environnement. Et je pense que le préparateur mental peut jouer un rôle important là-dedans, quoi. Et justement, je voulais rebondir sur quelque chose, et c'est là l'importance d'individualiser. Par exemple, là, j'accompagne 2 athlètes. 2 athlètes complètement différents. Il y a un athlète, pour faire une performance, il a besoin d'être en bagarre avec tout le monde. Il a vraiment besoin, c'est son levier. Il cherche, on va dire, à se mettre un peu en colère avec son entraîneur. Il a besoin de prouver. Ouais. Il fonctionne comme ça, et puis les médaillés, voilà, ça marche pour lui. C'est-à-dire que sa définition à lui de la colère est différente de l'autre. Alors pour lui, il va puiser dans ça. Quels sont ses leviers? Il se fait pas mal. Pour lui, il se sent bien là-dedans. Un autre, moi j'étais un peu plus dans ce style dans ma carrière que cet athlète, j'ai besoin de paix. J'ai besoin, voilà, et cet athlète-là, il a besoin vraiment d'être, voilà, de sentir vraiment calme à l'intérieur et qu'il se sente bien avec le groupe. Donc voilà, intrinsèque, extrinsèque, il faut que tout soit aligné. L'autre, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître vraiment l'athlète,
l'individualiser au maximum. Et quelle est il y a vraiment la définition de ses émotions et la définition de ce que tout représente pour lui, en fait, en réalité. Parce qu'on est tous différents. J'avais un athlète qui m'a donné une définition de son stress. Et puis, pour lui, le stress, c'était quelque chose de joyeux. Alors, on peut parler ça du stress positif. Il ne parlait pas de ça, vraiment. Quelque chose qui l'angoissait, où il se sentait tétanisé, c'est quelque chose qui le rendait... ça l'excitait limite, parce que c'est grâce à ça qu'il va se transcender, qu'il dit « je vais sortir de moi ». C'est ces mots. Un autre, les mêmes mots, mais pour lui, c'est le lion qui le regarde. Comme ça, en psychologie, je vais mourir. Voilà, je suis en état de... voilà, trop de cortisol, voilà, la seule chose qu'on veut, c'est tétaniser, voilà, ou je cours. L'être humain, quand il a peur, voilà, le stress à la base, c'était que parce qu'il y a un lion qui va nous regarder ou un agresseur. Mais là, il va se passer rien, on va jouer. C'est que des jeux. Et pourtant, on est tétanisé, et puis il y a quelque chose qui va nous agresser. Donc, deux éléments différents et deux athlètes différents. Et donc, c'est pour ça que, on va dire, l'accompagnateur, que ce soit même, je pense que les entraîneurs aussi, ils sont formés aussi maintenant à ça, d'individualiser. Donc, dans une équipe, je ne sais pas comment gérer quand on a plusieurs identités différentes, et ça, c'est juste magique. Et j'ai beaucoup de profond respect et d'admiration pour les entraîneurs qui ont beaucoup d'équipes et qui doivent gérer un peu les émotionnels de chacun. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment avoir un focus précis là-dessus. Tu parlais de colère. De deux individus, deux athlètes qui la gèrent différemment, en fait. Complètement. En prépa de la compète. Oui, complètement. Ça participe aussi du fait que chacun a une tolérance différente par rapport à sa propre colère et par rapport à sa propre agressivité. On sait que, habituellement, la colère est plutôt un facteur de désinhibition. Mais ça peut être accepté ou pas par la personne. Et là, on ne parle même pas de sport, c'est dans la vie quotidienne. Donc, voilà un exemple de préparation et de traitement différent pour deux athlètes par rapport à leur compétition à venir. Pour rejoindre ce que dit Asma, moi, je m'associe à ton premier athlète, par contre. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment besoin d'être en guerre, en fait. Ouais. Alors, pas forcément sur l'entraîneur, bien que de temps en temps, mais mon adversaire, je le haïssais, en fait. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un combat. Et moi, je ne jouais pas. J'étais à la guerre. Enfin, le mec, il fallait que je le terrasse, quoi. Donc, et quand je vous parlais des barjots, alors, à peu près, la moitié, 3/4 de l'équipe était comme ça, en fait. Alors, c'est marrant parce que, par le fait du hasard, cette sélection des mêmes générations, on est tombé sur des mecs qui fonctionnaient à peu près de la même façon. On était obligé de haïr, notamment les Suédois. On ne les aimait pas, parce qu'on ne gagnait jamais contre eux. T'es allé en Suède depuis ? Toujours pas ? Toujours pas, mais par contre, je suis en thérapie, j'ai 2 joueurs suédois dans mon équipe. Donc, et je leur parle. Je progresse. Mais on était vraiment, vraiment obligés de se mettre dans cet état de transe, de haïr notre adversaire pour être performant, quoi. Et quand on sentait qu'on commençait à se ramollir, on se souvient très bien des JO de Barcelone, où on avait gagné notre médaille de bronze aux JO. Alors, c'était pas moi, en l'occurrence, c'était un joueur de chez nous. On rencontrait les Espagnols sur le premier match d'ouverture. Alors, vous imaginez bien à Barcelone, France-Espagne, les Espagnols étaient favoris pour la médaille d'or. Nous, on avait très peu battu les Espagnols avant. Et le meilleur joueur, on le croise au village olympique. Et moi, j'étais avec un garçon de chez nous. Et il l'interpelle et il lui dit, il s'appelait Alemany, le joueur espagnol, qui marquait 10 buts à tout le monde. Hein. Il faisait 2,5 m, c'était une montagne, le mec. Et mon pote, il le regarde et il dit « tomorrow », comme ça. Je fais, mais... Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais... Alors, tomorrow, ça veut dire demain. Demain, il y a de l'espoir. Et il a fait « tomorrow », comme ça. Je dis « mais t'es un malade mental, toi, t'es fou. » Et il va nous mettre 10 pions, comme ça. Et le tomorrow, effectivement, mon pote, là, qui était en face de lui aux défenses, il l'a défoncé. À l'époque, au hand, on pouvait envoyer un peu plus que maintenant. Donc il l'a déchaussé, le mec. Et on gagne l'Espagne sur le premier match. Mais en faisant ça, en fait, puisque bien évidemment, moi j'ai raconté ça aux autres de l'équipe, on s'est mis en état
on a menacé, en fait. De guerre cérébrale. Exactement, de guerre cérébrale, quoi. Et en fonctionnait. Alors, les 3 cas, ça marchait, mais après, alors, peu de gens le savent, dans ce groupe des Barjots, en fait, il y avait un mini-groupe qu'on appelait, nous, les British. Parce que eux, c'était des gendres parfaits, ils se lavaient les dents tous les jours. Et ils buvaient un thé alors que nous, on buvait de la bière, quoi. Mais ce Ils qui est se lavaient incroyable. les dents tous les jours. Non, c'était une image pour montrer que c'était des gendres parfaits. Oui, Voilà. bien sûr. Mais ce qui était hallucinant dans ce truc-là, et là, je pense que tu peux peut-être me répondre, parce que j'ai toujours pas la réponse, en fait. Donc, on était totalement différents. Toujours, vraiment, vraiment, gendre parfait, quoi. Et en fait, donc pas du tout comme nous, mais en fait, à partir du moment où on rentrait dans ce match-là, ils se mettent dans le même état que nous, Ouais. alors que dans la vie, ils ne sont pas du tout comme nous, en fait. Et Une forme de ce contagion phénomène, il collective. est incroyable, quoi. Donc, Le switch. ouais, ça switch. Je voulais juste rebondir, je te laisse Hervé. En fait, tout à l'heure, il a dit « j'avais besoin de haïr ». Alors, la petite anecdote, c'est pour ça que le corps humain et les êtres humains, ils sont fascinants. Une petite anecdote, les Japonais, on a peur de prendre... Alors, au tableau, on prie tous pour ne pas prendre une japonaise. En réalité, ils sont très forts au judo. Même les Français, on les a battus, les Français les ont battus aux Jeux Olympiques, mais dès lors, on prend une japonaise, parce qu'ils ont un palmarès comme ça, ils ont un judo tellement dans le... Ils sont extraordinaires, les Japonais. Donc, tout le monde a peur des Japonais. Et c'est une croyance qui se passe d'année en année, il ne faut pas prendre un japonais et tout. Moi, quart de finale japonaise, championnat du monde 2018. Et là, je vois mon tirage, ça passe jusqu'en quart. Et là, j'ai Ono, champion olympique, vice-championne du monde. Et en fait, pendant 6 mois avant, pour pas avoir peur des Japonais, je me suis dit, il faut que je les aime. Moi, c'était mon astuce. Comme j'étais en structure, moi je combattais pour le Maroc, je me suis dit, j'ai fait un petit budget, je suis partie au Japon. Je vais rester avec vous. Je vais vous aimer fort. Et en vous aimant fort, je vais vous mettre sur le dos. Il fallait que je les aime. Il fallait que ça soit ma copine, que je vois qu'elle est comme moi, qu'elle a des bras aussi, qu'elle a des jambes, elle mange comme moi et que tout va bien. Donc je me suis fait ma pote. Pour voir un peu... Et puis je l'ai vraiment aimée, une fille extraordinaire. Enfin, j'étais vraiment chez l'habitat, donc je m'entraînais avec eux tous les jours. C'était très difficile. On a une discipline très très à cheval, les Japonais. Et en fait, à ce championnat du monde, quand je l'ai vue, je n'avais plus peur. En fait, vraiment. Et j'étais persuadée que je pouvais gagner. Le matin, je me souviens, c'était elle mon focus. Donc en fait, c'est là où c'est extraordinaire pourquoi je n'avais pas ramené de médaille, là je vous spoil, ce jour-là, parce que j'avais visualisé que je prenais dans mon quart, j'étais contente tellement de prendre une japonaise et de la battre, et c'était là, je voulais aller jusqu'à là. Et donc, qu'est-ce qui s'avère ? Mon cerveau, il est parti où il voulait. Je suis partie, en plus j'ai battu une championne d'Europe au premier tour, c'était incroyable, et j'arrive à la japonaise, et je bats la japonaise. Waouh, ça marche ce truc. D'aimer quelqu'un fort, la haine, amour, on gagne. C'est extraordinaire. Et Philippe, il n'est pas encore à cette étape. C'est génial, en fait. Et cette astuce, je me suis dit, en fait, de pouvoir aimer son adversaire, on n'a plus peur, et puis là, on gagne. Et finalement, je perds en demi-finale, et je perds à la place de 3. Je ne ramène pas de médaille pied du podium, la médaille au chocolat, parce que mon focus était la japonaise. Et pour moi, en fait, j'avais déjà gagné parce que j'ai appris ça, en fait. Et c'est ça qui est haine, amour, mais en fait, au final, vous avez gagné ce jour-là. Voilà. Donc, il déteste, il remporte la finale. Elle aime, elle termine au bord du podium. Je ne sais pas quel message on envoie aujourd'hui. Mais non, mais j'ai battu la japonaise. Mais elle a battu la japonaise. Regardez-vous. Oui, mais comme tu avais focalisé ta compète sur cet échange-là, le reste est passé au second plan. Si elle était en finale, je partais en finale avec elle. J'étais championne, je suis persuadée championne du monde ce jour, parce que c'était elle, la japonaise, qui était dans mon tableau. Donc c'est pour ça que c'est fascinant, la visualisation. Je m'étais arrêtée, mon cerveau, il était la japonaise, il faut que je la bats. Plus le reste. Et puis après, derrière, il y a eu une outsider. Je pouvais aller jusqu'au bout. Mais c'est pour ça que j'ai crié comme si j'avais gagné ce jour. Et tout était sorti comme si c'était fini. Et j'arrive fatiguant en demi, parce qu'il y a eu un temps de pause de 2 heures. Et finalement, à pied du podium. C'est une championnat du monde au judo, c'est une très très belle perf déjà de faire le bloc demi. Mais bon, même si la médaille au chocolat. Mais c'est ça qui est fascinant en fait.
C'est dans les compétences mentales là, que vous développez, parce qu'on est quand même sur des émotions exacerbées. C'est incroyable de pouvoir vivre cela. Dans ces compétences mentales qui sont développées dans un cadre sportif, est-ce qu'on peut en appliquer, nous, à des aspects de vie au quotidien, sans tomber dans l'exagération, je vous aime ou je vous déteste, juste une nuance? Comment est-ce qu'on pourrait décliner ça, nous, dans notre quotidien? À propos des objectifs, je pense qu'on peut faire la même chose. Si on a un objectif qui est limité, forcément que la réussite va être limitée. Donc, tout intérêt à se donner un objectif Ambitieux. Voilà. Ouais, en étant vigilant quand même sur l'objectif. Parce que si on le donne trop ambitieux, Oui. Smart. on va Un échec on est voué à assuré. l'échec assuré. Il faut qu'il soit Donc, smart. et Réalisable. On est assez, Réalisable. tout à fait. Exactement. Il faut vraiment se donner un truc. Un objectif effectivement. atteignable. Ouais, tout à fait. Mm. Mais pas inatteignable parce que ça, donc, tu crois à la catastrophe. Je voulais juste revenir sur l'histoire de la colère de Philippe. Ouais. Qu'il arrive à gérer, on lui a donné un Lexomil. Ça va. Imaginons, c'est juste une hypothèse, imaginons que dans d'autres circonstances, il puisse se mettre aussi en colère. Bon, imaginons, je ne le connais pas suffisamment pour dire ça. Oui, puis ce serait exagéré parce que je connais bien Philippe depuis au moins 12 minutes et franchement, c'est personne calme, tempérée. Mais imaginons que sa colère soit assez présente régulièrement. Décroise les bras. Et jambes fermées, t'as vu, jambes, bras. Pas total. Le moment sportif, la pratique sportive, peut lui permettre d'exprimer cette colère sans risque. Là, elle est autorisée. Voilà. Donc, on peut parler, pour les initiés, de sublimation, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, il peut s'autoriser sans que ça ait de conséquences sociales, puisque l'agressivité à ce moment-là, elle est non seulement autorisée, tolérable, mais même encouragée, oui. Comme la cage de MMA. Vous voyez qu'ils s'entretuent, mais c'est les deux. Ouais. Après, il ne faut pas oublier qu'on fait, même dans tous les sports, mais c'est comme notamment le judo Hollande, on est aussi sur un sport de combat quand même. Hein, donc on est obligé, enfin je veux dire, c'est pas le pays des bisounours sur le terrain, donc je peux pas l'aimer le mec en face, c'est pas possible. Sinon, mais ça marche aussi. Hein, donc, mais le match, le match, dès qu'il est terminé, je l'adore le mec. Enfin, surtout si on a gagné. C'est ça si on ne gagne pas, par contre. Un peu moins, mais. Je le remercie, je le nargue avec lui. Là, on voit la préparation mentale. Finalement, c'est une pratique qui est relativement récente, en tout cas institutionnalisée telle qu'elle est. C'est relativement récent. Vous pressentez, je ne sais pas, des innovations, une évolution qui tendrait plutôt vers telle pratique, ou pour le moment, tout reste encore à découvrir et puis. Je suis plutôt dans le fait que je crois qu'il y a un terrain qui est fertile, qui est hyper fertile, et je pense qu'on est à l'orée du truc en fait. Et comme l'a dit Asma, ça fait quoi, une vingtaine, trentaine d'années qu'on en parle, vingtaine d'années à peu près, un peu plus. Donc je pense qu'il y a encore des contrées à aller chercher et qu'on ne connaît pas actuellement, quoi. Toi, dans la préparation mentale collective, qu'est-ce que tu utilises ? On a vu Muriel, elle nous a parlé de visualisation, de répétition, de sophro. C'est des choses que tu peux appliquer ou sur lesquelles... Oui, tout un mixage, parce qu'encore une fois, nous, c'est bien très souvent. Hein, donc, c'est une interprétation aussi personnelle en ça. Fonction des personnalités des uns des autres. Exactement, mais on essaie de jouer sur effectivement des leviers. Alors, rappelez-vous le match référence qu'on a fait, donc ils sont sur un match référence, donc sur des images positives. On va être aussi, on va jouer un peu sur les égos, parce que forcément aussi, c'est très stratégique dans le sens où quand vous avez un groupe en face de vous, de temps en temps, il suffit peut-être d'en piquer un, en sachant que si vous avez piqué celui-là, vous savez que ça va, en fait, ça fait une vague, une onde sur tout le groupe. Donc ça, on parle, mais c'est pas forcément d'avant-match, mais dans la semaine d'entraînement, par exemple. Mon groupe, il va trop bien, en fait. On gagne, tout va bien. C'est pas bon quand tout va bien. Enfin, c'est pas bon quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est pas bon. Il faut un truc où... Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... je vais en choisir un et on va le défoncer, le mec.
Mais pas grand-chose, il n'est plus rien, le pauvre, il ne comprend pas trop. Hein. Mais c'est pas grave. On a créé un moment de tension. On recrée un moment de tension pour que la tension du groupe revienne. Parce que comme tu vois ce que... L'humilité, voilà. Et après, bien entendu, il faut le récupérer, le mec, parce qu'il n'a pas trop compris au départ. Hein. Donc, une fois que le truc est fait, ça mijote et tout, on voit le groupe qui revient centré. À la fin de l'entraînement, on va voir le mec, on lui met une petite claque sur les dire allez, c'est bien, hein, t'inquiète pas. Enfin, voilà, et puis on le récupère en fait, parce qu'il ne faut pas le perdre, le mec. On peut récupérer quelqu'un quand... Je voudrais savoir quel est l'impact négatif sur la personne quand de manière récurrente, il se voit... Là, justement, Philippe, il a parlé de visualisation. Moi, je vais vous partager une petite anecdote sur la visualisation. Le pouvoir de la visualisation, je sais, c'est quelque chose qui a fait partie centrale de ma carrière complètement folle. J'ai toujours visualisé, depuis petite, que je serais au jeu. Voilà, vraiment, les jeux, c'était une obsession. C'était obsessionnel chez moi. Le pourquoi, je l'ai compris bien tard. Et je me voyais déjà. Donc, pour moi, je dessinais des anneaux olympiques. Voilà, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Jeux olympiques. Pour moi, c'était un métier. Et en fait, mon corps, mon esprit est parti dans cette direction. Et pourtant, complètement folle, hein, de CAP, BEP, Bac Pro Cuisine, à Pompier de Paris, à des études pour devenir préparatrice mentale. Je m'intéresse à la thérapie. Enfin, rien n'était à sa place, mais la direction de la visualisation, de faire les jeux, elle était là. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me suis vue au jeu, en train de faire le tour du stade. Le pouvoir de la visualisation est très, très puissant. Et le pourquoi, vous allez voir, parce qu'il y a un objet à côté qui me guidait tout ce long. À votre avis, dans notre société aujourd'hui, depuis toujours, qui sont les adultes qui jouent encore? Les seuls qui jouent encore, les adultes qui jouent? Les athlètes. Il y a un athlète qui saute, je ne sais pas, voilà, qui fait de la gym, qui fait de la roue. Il est adulte pourtant. Quand je voyais des adultes à la télé, quand j'étais jeune, les seuls adultes qui jouaient dans notre société, c'était les athlètes. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez comment on les regarde aux Jeux Olympiques avec fascination, parce que ça nous renvoie un peu la part d'enfant qui est en nous, par le jeu. D'ailleurs, Jeux Olympiques. Et moi, dans ma structure d'enfant un peu chaotique, voilà, c'était beaucoup de trauma. Et derrière, je me disais, c'est pas grave, je vais jouer quand je serai adulte. Et donc, j'ai visualisé fortement que je serais une adulte qui joue, parce qu'on m'a privé de jouer enfant. Et donc, c'était un moteur qui était très puissant pour moi. Et j'ai sublimé. Alors, c'est là, voilà, la sublimation, c'était mon mécanisme de défense, mais voilà, et comme certains athlètes qui arrivent à sublimer leurs mots à UX, mais grâce à la visualisation et cet objet qui était là, je veux être quelqu'un qui joue. Et puis après aussi, dans notre société, les athlètes, c'est aussi des rêveurs. Ils ont quelque chose d'enfant encore. Ils rêvent. On les voit à chaque fois après l'interview, on dirait un enfant qui parle. Il est stimulé, il y a quelque chose de vivant chez lui. Et c'est pour ça qu'on est fasciné par eux, au-delà de la performance en réalité. Parce qu'ils nous renvoient à quelque chose, voilà, qu'on était cette petite fille, ce petit garçon plein de rêves. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre table ronde, mais peut-être aurions-nous le temps de prendre quelques questions, si vous le souhaitez. Oh oui, plein d'interventions. Bon, on reste là. Il y a 2 mains qui se sont levées devant. Bonjour à tous. J'ai une question pour Philippe Gardan. Aujourd'hui, vous êtes directeur sportif, vous êtes passé par plein de clubs en tant que joueur, mais bien évidemment en tant qu'entraîneur, manager. Ma question, elle est sur le statut des préparateurs mentaux. Quel est selon vous le statut qu'ils doivent avoir? Est-ce que plutôt ils doivent être salariés ou intervenants externes de la structure? Alors moi, ce qui me concerne, il ne devrait pas être salarié. Il ne devrait pas appartenir à la structure du club. Il doit être un travailleur indépendant. Et encore une fois, c'est une
une mission que le joueur et le préparateur mental décident eux-mêmes. Donc, c'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, l'équipe de France féminine de hand, qui marche quand même très très bien, mieux que les garçons au dernier jeu, ont un préparateur mental dans la structure de la fédération et qui suit cette équipe-là, les équipes féminines depuis longtemps. Moi, je suis pas trop partisan de ça. Encore une fois, parce que je pense que c'est plutôt une démarche. Si nous, on embauche un préparateur mental, le club, le joueur va croire que c'est une taupe ou ou un rapporteur de. Donc voilà. Puis on a bien, je crois qu'on a bien appréhendé le fait que c'est aussi une question d'affinité, de démarche volontaire, d'affinité. Ça semble un petit peu antinomique, peut-être d'embaucher quelqu'un pour faire cette mission-là. Imaginons que ça ne fonctionne pas. J'ai juste une petite question sur la suite par rapport à un athlète blessé. On sait que c'est une période qui est compliquée pour les athlètes. Comment justement vous accompagnez les athlètes handballeurs dans cette période-là? Est-ce que justement vous faites appel à quelqu'un? Est-ce que vous conseillez vos handballeurs d'aller consulter un préparateur mental dans ces périodes compliquées pour eux? Alors, on s'en occupe très bien, ne serait-ce que physiquement. Et on a la chance, notamment ici, à Aix, d'avoir, par exemple, que ce soit des chirurgiens ou les toubibs ou les kinés, qui sont au-delà d'être très bons dans leur profession, qui sont aussi psychologiquement prêts à intervenir, je veux dire, sur des cas où ils ont des coups de mou un petit peu, etc. Par contre, encore une fois, on ne va jamais faire la démarche pour le préparateur mental parce qu'on est vraiment persuadé, et je le suis aussi, que ce soit lui qui doit faire la propre démarche pour choisir son préparateur mental si tant est qu'il en faut un. Voilà. On peut le conseiller, lui dire, essaie de voir si tu peux te faire accompagner, etc. Mais on ne va pas intervenir là-dessus. Non. Merci beaucoup. Il y avait une question encore devant. D'accord. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question conjointe, notamment pour Madame Niang et Monsieur Madé. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de l'amour, parce que vous aviez peur de combattre cette personne venant du Japon parce qu'il y avait une antériorité au niveau des gains. Est-ce qu'on peut parler de désacralisation, de déconstruction, de destruction de ce phénomène? Vous êtes allé chercher par vous-même au Japon, en fait, pour reconstruire quelque chose plus ancré dans une réalité plutôt que dans un fantasme d'antériorité. Comment est-ce qu'on peut, du coup, qualifier cette recherche autrement que par « je suis allé aimer » ? Alors en réalité, à cette période, bon, j'étais pas dans l'univers où je me formais pas, donc je devais avoir... c'était à l'époque après j'ai commencé tard, donc en fait l'âge, donc j'étais jeune encore dans le judo. Mais en réalité, j'avais trouvé cette solution parce que j'avais compris tout de suite que si je m'aimais moi, je déployais mon plein potentiel. Moi, ça, je l'ai compris très très vite. Parce que une enfance très très difficile, voilà, j'ai pas eu trop d'accompagnement parce que c'était pas très culturel chez nous de se faire accompagner. J'ai pas grandi en allant voir un psy. Hein. Déjà dans les années 90-80, on n'en parlait pas du tout. Hein. Un enfant, même s'il y a des traumas, bon voilà. Et par ce parcours, j'ai compris très vite que si je m'apportais beaucoup d'amour, j'avais moins de peur et donc je faisais les choses. J'osais. Voilà. Et ça marchait. Oh, tiens, je fais du hand, ça marche. Et dès que je travaillais un petit peu sur moi, je le comprenais. Et donc, bien plus tard, j'ai compris qu'il fallait que je fasse la même chose. L'autre. Donc là, c'était tout de suite... j'avais peur de quelque chose, il fallait que j'aille affronter une peur parce qu'on me l'a mis, cette croyance toxique, en fait, qu'il fallait avoir peur, il fallait détester et surtout les Japonais ou les Brésiliens, ils sont forts au sol. Il y avait beaucoup de croyances sur certaines choses. Moi, je me suis dit, je vais faire comme si j'ai travaillé sur moi. Je vais aller chez eux. Et donc, comme moi, j'avais de la chance d'être un peu une athlète qui n'était pas sans structure, donc je pouvais aller où je voulais, dès que je vois qu'il y avait une peur face à l'autre d'un pays, une croyance, j'y allais. Chez les pays de l'Est, on disait, les Slovènes, j'y allais. Et voilà. Et à force, je commençais aussi à les battre, en fait. Parce que je n'avais plus peur, en fait.
Parce que j'avais travaillé sur ce concept déjà bien plus tôt, que finalement, c'était la même chose. Je l'ai expérimenté en moi, que si je m'aimais, je déployais mon plein potentiel. Mon amour propre, voilà. Je commençais à devenir plus indulgente avec moi-même. Un peu plus... Et là, je me suis dit, je vais expérimenter la même chose avec cette japonaise. Et finalement, je la bats, quoi. Puis en plus, techniquement, en fait. Et je me suis dit, incroyable, en fait, cette notion de frein, en fait. Ces peurs, qu'est-ce qui peuvent, en fait, les bouler aux pieds, en fait, tout simplement. Que je suis partie, justement, casser. Et finalement, plein d'athlètes ont fait la même chose. Ils se sont dit, attends, ça a marché à ce moment-là. Quand on me demandait qu'est-ce que tu as fait et tout, je suis partie juste chez eux. Et puis, tout le monde commençait à partir, en fait, à l'époque, ceux qui pouvaient, dès que ils avaient peur des Géorgiens, beaucoup les Français, ils partaient en Géorgie. Et donc, je trouve ça extraordinaire, en fait, en réalité, cette thématique. Ne soyons pas surpris si à partir de demain, il y a un voyage touristique organisé en Suède. Il y avait une question... Pour renouer. Oui, on va renouer avec les Suédois, c'est assez improbable. Il y avait une question juste là devant. Là. Ah, pardon. Je vous en prie. C'est une question que je voudrais poser à Madame Niang. Quand je suis là, quand vous parlez de la notion de jouer, le sportif joue, et jouer pour nous, personnes sportives de pas haut niveau, on attribue le jeu à un plaisir. Est-ce que vous, en tant qu'athlète de haut niveau, c'était un plaisir, alors que vous étiez en train de vous faire mal en entraînement, que vous sollicitiez le corps et le mental? Quelle est cette ambivalence entre le jeu et la notion de performance? Une très belle question. Alors c'est vrai que moi c'était un moteur. Alors le sport, étymologie désporter, amusement déjà de base. Et dès lors il y a une performance, voilà, ça peut. Moi je me suis déjà vue avec des blessures y aller, le nez cassé. Enfin, et donc est-ce qu'on prend vraiment plaisir à ce moment-là? Voilà. Moi, je pense sincèrement qu'un athlète, dès lors qu'il ne prend plus plaisir et que ça dure, il est en fin de carrière. Et ça, c'est lorsque j'accompagne et que je vois que ça dure très longtemps et qu'il n'y a plus vraiment de plaisir et que vraiment, on sent les athlètes un peu en fin de carrière, ils n'ont plus envie d'être là. Ils arrivent à l'entraînement, ça souffle, ils n'ont plus envie d'apprendre, ils n'ont plus envie de jouer, parce qu'on joue. Hein. Il n'y a plus ce plaisir-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que où il va avoir une blessure qui va leur dire ciao. Donc ils finissent tous avec un croisé, un truc, bon j'arrête. Et puis là, on se déresponsabilise, on dit bon c'était la blessure, c'est pour ça que j'ai arrêté. Non, c'est parce qu'il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus ce plaisir-là à se faire mal en fait, tout simplement aussi. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est vrai que ça passe aussi par le corps. Il y a un lien, il n'y a que l'athlète de niveau qui peut le comprendre dans ses entraînements, dans ces stages si difficiles et on y va quand même. Chercher toujours le plaisir, c'est pas évident. Donc tous les jours, je peux vous me dire que toute la carrière, il y a eu du plaisir. Il y a eu des moments de souffrance, Ouais. mais on aimait ça. Le véritable plaisir, parce que beaucoup d'athlètes, c'est de gagner. Moi, j'irais pas jusqu'à là. Mais... Moi c'est ça. Non, parce qu'il y a l'entraînement. Attention. Oui, mais je m'entraîne pour gagner, en fait. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, tous et c'est pour ça qu'il y en a qui restent plus athlètes à la fin de carrière. C'est ça qui est drôle. Je pense, notre génération, là, effectivement, c'est pas plaisant de courir autour d'une piste, de faire de la muscu, des machins. Ça, c'est pas plaisant du tout. Mais on sait que tout ce sacrifice qu'il peut y avoir, bon, il ne faut pas exagérer non plus, il y a pire comme métier, mais c'est pour gagner, en fait. Et on vit, nous, on vit que pour ça, en fait. Est-ce qu'il y aurait une petite... Moi, j'ai pas de plaisir d'avoir été en finale et de perdre. Il n'est pas là, mon plaisir. Mais t'es comme médaille d'argent. Ouais, et la problématique qui se pose là-dedans, c'est que souvent, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, les athlètes, ils sont plus athlètes. Parce qu'ils ne vont plus gagner. Mais du coup, moi, je n'ai plus fait de sport depuis 25 ans. Alors voilà, on devient sédentaire. D'où en fait, après, moi, je suis partagée, on pourrait en faire un débat, parce que je ne serais pas d'accord avec ce concept de passer tant d'années dans le sport et du jour au lendemain. Au Japon, il y a une phrase qui est juste extraordinaire, parce que c'est un pays que j'affectionne pour leur univers de comment ils voient le sport. Pour eux, ils disent que quand tu es... Nous, on aime bien dire on est judoka, mais les anciens judokas, c'est du moment que tu laisses ton kimono, que tu ne pratiques plus, eux, ils sont fixes de... T'es plus judoka. Ah, t'es un ancien judoka? Ah ben non, ça fait que un an. Ah oui, t'es ancien. C'est-à-dire que dès lors que tu ne fais plus de judo, tu portes plus, t'es plus un judoka. Tu étais un ancien.
Et je trouvais que ça revient à Dan Millman, c'est du Guerrier Pacifique, c'est un livre que je vous invite à lire, il est extraordinaire. Il y a une phrase qui dit, il parle d'un guerrier, il parle d'athlète, un athlète n'abandonne pas quelque chose qu'il aime, il trouve de l'amour dans ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça que la notion de fin de carrière, pour l'athlète l'accompagner, que son sport ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire qu'il peut pratiquer ce sport peut-être pour ne pas dire qu'il est le meilleur, et souvent c'est les athlètes qui ont une meilleure résilience et un meilleur double projet que ceux qui restent, en fait, on a fait du sport que juste pour gagner. C'est-à-dire qu'ils ont tellement ramassé quelque chose de puissant, il n'est pas d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, on me donne une médaille olympique d'or et toutes mes connaissances de ce parcours, je n'en veux pas de la médaille. Vraiment, parce que ce savoir, il est juste extraordinaire. Est-ce que je peux vous transmettre? Je suis assise là avec vous. Je pense, sincèrement. Et donc, après, j'aime la gagne parce que je suis quand même partie à 29 ans être dans le top 4 mondial. J'adore gagner. Mais j'ai compris, en fait, avec sagesse, qu'en fait, c'est pas que comme ça. Il y a aussi, on est des êtres humains avec une expérience d'athlète de haut niveau. On n'est pas des athlètes de haut niveau avec une expérience humaine. Il y a aussi cette notion que le sport va terminer un jour. Et de devenir sédentaire, alors je ne suis pas en train de critiquer du tout, de devenir sédentaire après toute cette richesse, pour moi, la médaille, elle n'aurait rien servi, parce que c'est aussi ça. La médaille, elle a servi à ça, en fait. C'est comme un des meilleurs diplômes, en fait. C'est une récompense, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Ma récompense, c'était le parcours, vraiment. Ouais, donc je caricature un peu, moi, bien évidemment, mais moi, je préférais la médaille d'or, parce que, à la limite, si vous avez la médaille d'or, c'est que vous avez une richesse aussi qui a été faite auparavant, parce qu'on n'avait pas médaille d'or comme ça. Donc, à la limite, si tu as la médaille d'or, c'est que tu as les deux. Donc, je prends la médaille d'or. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Il y avait une question, voilà, depuis tout à l'heure. Je vous en prie. Oui, bonjour d'abord. Et c'est très intéressant. Alors, je vais faire juste un petit prologue, et après, je vais juste poser une question et solliciter votre avis. C'est marrant parce qu'en fait, il y a d'un côté un sport collectif et de l'autre côté un sport pseudo-individuel, même s'il y a un esprit d'équipe. Il y a d'un côté la combativité du guerrier et de l'autre côté plutôt l'amour, la passionnelle. Enfin, on va résumer ça comme ça. D'ailleurs, Claude Onesta qui vous a entraîné, je crois, à un moment donné. Non, c'était avant les Barjots. Bon, Après. C'était après. Ouais. Il était aussi sur l'intelligence émotionnelle qui est fédératrice dans un sport collectif et qui mettait ça en avant. Et pour rejoindre ce que vous disiez sur le plaisir, David Douillet disait aussi que quand on n'a plus de plaisir, il vaut mieux s'arrêter. D'accord ? Et ça rejoignait aussi ce que vous disiez. Donc il y a beaucoup de parallèles avec des personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont partagé ce que vous dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la visualisation qui doit être normalement positive, j'imagine. On peut se focaliser, comme dans certains sports, sur des paramètres qu'il faut absolument éviter, mais à force de trop se focaliser dessus, on finit par toucher ce qu'on souhaite éviter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Par exemple, si on prend un sport au niveau de la visualisation mentale comme le golf, on doit éviter un arbre, mais à force de se focaliser sur l'arbre, on finit par y arriver. Et je voulais savoir, en fait, dans ce développement personnel de visualisation, comment on peut trouver une alternative à ces paramètres où finalement, à être trop focus sur des objectifs, on se parasite peut-être. Déjà, vous avez utilisé le mot ne pas. Le cerveau humain ne connaît pas la négation. Donc, ne pas toucher l'arbre. Donc, déjà, si je visualise quelque chose ne pas, lui, il va y aller. Vous savez que je faisais une technique tout le temps et mon entraîneur, il me disait toujours ne la fais pas. Moi, je la faisais tout le temps, il ne comprenait pas. Ne la fais pas, surtout pas. Et moi, je la faisais. Parce qu'il ne comprend pas, il comprend juste faire ça. Et donc, déjà, à partir de là, dès qu'on l'intention, elle est où ? En fait, c'est surtout ça, c'est où est-ce que je mets l'intention de ma visualisation ? Et dès lors, si l'intention, elle n'est pas bonne, on va aller tout de suite dans l'arbre. Mais si vraiment ma visualisation, elle est précise, je ne sais pas, au golf, je ne suis pas très pro. Et donc, le verbal aussi est très important. Comment on verbalise ? La verbalisation, la force de la verbalisation, qu'elle soit kinesthésique, peu importe. Réussir à verbaliser notre désir, nos rêves, objectifs, peu importe, et le visualiser, c'est aller où l'intention. Enfin, moi, en tout cas, c'était quelque chose aussi dans ma carrière et de lorsque j'accompagne. Identifier leur visualisation, elle va aller où ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent visualiser ? Sur le côté positif, ouais, voilà. Il vaut mieux que je passe par là plutôt que d'éviter. Ah oui, parce que si je vous dis pensez pas à la Tour Eiffel, pensez pas à la Tour Eiffel, pensez pas. Vous allez voir, voilà, j'ai honte. Mais sur la visualisation, tu mets pas d'arbre, en fait.
Simplement, quand tu vas taper ton golf, Il faut l'occulter. Il n'y a pas d'arbre. Donc ton cerveau, il ne voit pas l'arbre. D'où l'intérêt de la force mentale. Et en fait, le dernier point, il y a d'un côté, entre guillemets, la quête des médailles et de l'autre côté, l'apprentissage, en fait. Non, j'aime les médailles. Attention, là, vous allez me dire, putain, c'est une loser, elle. Mais j'aime le plaisir aussi. Non, mais de toute façon, tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a qui vont venir parce que je ferai une petite conférence sur mon livre et pourquoi le choix de ce livre et de mon parcours. Mais j'aime tellement la gagne, mais tellement. Mais je pense qu'aussi, c'était... Oui. Non, c'est vrai, c'est une réalité. J'aime la gagne. Mais je pense aussi que ce parcours m'a fait comprendre certaines choses, un peu comme l'alchimiste, hein. Comme vous avez lu ce livre, L'Alchimiste, c'était voilà, c'est vraiment ça le message de ce parcours. Et en fait, finalement, c'est quoi les vraies richesses en fait aujourd'hui de mon métier? Je pense que c'est d'année en année, en fait, qu'est-ce que j'ai ramassé? Et en fait, c'est ça qui permet cette mission de vie que je mène aujourd'hui, que je me suis identifiée longtemps à la médaille. Et l'athlète, forcément, le fait. On s'identifie tellement, je pense que tu as dû aussi t'identifier à la médaille. Et si elle n'est pas là, c'est le drame. Il n'y a plus de médailles. Il y en a plein, là on n'entend pas parce qu'on a parlé des athlètes, tout le monde était là. Tout le monde a oublié les athlètes. La plupart sont en dépression chez eux. Et donc, non, mais regardez, on est là aujourd'hui, et moi j'en connais beaucoup qui sont en dépression parce qu'on ne parle plus d'eux, c'est fini. On a tellement mis en lumière, vous avez vu les lumières de Paris, et bien là, il y en a qui sont au fond de leur lit, et très tristes, et qui sont au fond du gouffre là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop d'interdits autour d'eux, mais en tout cas, voilà, c'est ça la réalité en fait. Elle sert à quoi? Ce parcours, il sert à quoi? Voilà, finalement. En fait, ça me fait penser, excusez-moi, je termine juste, je suis une vraie pipelette. Il faut rendre le micro à un moment donné. Je vais le rendre. Mais vous ne pouvez pas le kidnapper comme ça. Mais oui, mais c'est hyper intéressant. Mais oui. Mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à la vision de Mandela qui disait « Je ne connais pas l'erreur, j'apprends de mes échecs ». Ce qui permet d'aller vers la quête de la résilience, finalement, et peut-être d'aller vers le succès. Et puis de l'autre côté, le palmarès, ou on va dire les médailles, permettent peut-être de renforcer la confiance en soi et d'optimiser finalement l'efficience et son efficacité, quoi. Donc, merci à vous, en fait. Voilà, simplement. Merci. La dernière question, et puis après, je vous propose, voilà, on prend encore quelques minutes, et puis donnons-nous le temps de faire une toute petite pause repas pour revenir à 14h vers une nouvelle table ronde. Mais je vous en prie, dernière question. Ok. Bonjour. D'abord, merci pour vos précieux témoignages. C'est riche d'enseignements. J'aimerais savoir comment on choisit son bon préparateur mental. Qu'est-ce qui fait qu'il est bon pour tel sportif? Moi, personnellement, je ne connais pas généralement, il n'y a pas de mauvais préparateur, il n'y a pas de mauvais athlète. Je vais terminer vraiment. Il n'y a pas de mauvais préparateur, il n'y a pas de mauvais athlète. Il n'y a que des bons duos ou pas. Ce que moi, je trouvais pas bon, l'athlète, un autre s'entend bien avec lui. Et ça marche et que ça gagne. Et moi, ça va pas. Et c'est les entraîneurs aussi, le duo. Donc, c'est un duo. Et c'est pour ça que je n'ai pas ce jugement-là, parce qu'il y a beaucoup de préparateurs qui ont dit qu'ils sont mauvais, mais ils font gagner des athlètes et que ça marche sur certains athlètes. Donc, c'est surtout un duo. Comme un psy, hein, voilà. C'est ce que j'allais dire, l'analogie. Il n'y a pas de mauvais psy ou mauvais patient, c'est est-ce que le duo marche ou pas? Encore une fois, on est des humains, la connexion humaine. Et donc, il y a une rencontre. Ouais. Une rencontre. Et là-dessus, je crois qu'il faut faire confiance à son intuition. Je suis d'accord. Sur le préparateur comme sur le thérapeute. Eh bien, quel mot de fin incroyable. Faites-vous confiance. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Nous nous retrouvons à 14h pour une nouvelle table passionnante autour de la cybersécurité.